le plaisir et l'honneur de recevoir M. Andrea Zaccheo, qui est un architecte italien qui exerce entre l'Algérie et l'Italie. Et il est venu aujourd'hui pour nous présenter un peu son parcours et ses particularités. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre directrice Sadia. Merci, Dr Kacher. Alors, chers invités, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, salam alaikum. Vous êtes les bienvenus à l'EPO. Chers collègues, architectes, Monsieur Andrea Zaccheo, merci d'avoir accepté l'invitation de venir présenter vos travaux. Pour rappel, M. Zaccheo est là pour présenter toute son expérience, ou alors une partie de son expérience, voilà, une partie de l'expérience. D'après ce qu'on sait, c'est quelqu'un qui a travaillé en Italie, puis il a ramené, on va dire, son expertise en Algérie. Il a beaucoup travaillé avec les collègues aussi algériens. Donc, nous sommes très très heureux de l'accueillir. L'intervention de M. Zaccheo ici à l'EPO vient dans le cadre d'une convention que nous avons signée avec l'Institut culturel italien en Algérie. Donc, nous avons entamé une série d'activités avec eux. Une conférence a eu lieu l'année passée. Une autre conférence a eu également lieu cette année, il y a quelques semaines. Donc nous tentons de renforcer les liens avec nos collègues italiens. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du patrimoine. Nous avons énormément de collègues qui ont travaillé en Italie, qui ont fait leurs études en Italie. Nous avons des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur italiens. Il y a des doctorants qui ont soutenu leur thèse dans le cadre d'une co-tutelle avec des établissements italiens. L'Algérie, comme vous le savez, tente de renforcer cette relation avec l'autre côté de la Méditerranée, à savoir l'Italie. Donc, nous sommes très très heureux d'accueillir un représentant, on va dire, des architectes, des professionnels italiens ici chez nous à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Zaccheo pour qu'il nous présente un peu son itinéraire d'architecte. Merci encore une fois d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous, madame. Merci de votre présence à cette conférence. Je m'appelle Andrea Zaccheo et en effet, comme madame le disait, je suis un architecte italien qui s'est formé à l'Université de Rome, La Sapienza. Et qui a eu, disons, l'opportunité de travailler en Algérie, de venir en Algérie à plusieurs reprises depuis 1998. Je tiens à remercier d'abord l'Institut de culture italienne et en particulier sa directrice Antonia Grande qui m'a offert l'opportunité d'être présenté, de me présenter à vous dans ce cadre de renommée comme il faut. Elle s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, mais elle m'a chargé de remercier Madame la directrice de l'EPO pour la grande collaboration qui est en cours entre les deux institutions. Je tiens aussi à remercier évidemment les représentants de cette institution qui ont accepté d'organiser cette conférence et de me permettre de partager mon expérience. Comme c'est ma première conférence en français, je vous prie d'être indulgent. Voilà. Je dois malheureusement, d'un côté, je voudrais malheureusement commencer cette conférence par un petit hommage que je voudrais rendre à un architecte italien de renommée très connu, Paolo Portoghesi, qui est décédé le 30 mai, donc il y a une semaine. Celle que vous voyez derrière moi, voilà. Ça, c'est une citation qu'il aimait, disons, lire et dont il a fait, il a pris leçon pendant toute sa vie. Gustav Mahler, c'est un musicien autrichien qui a prononcé cette phrase, et en effet,
l'essence de cette phrase, c'est qu'il faut prendre de la tradition, mais il faut savoir laisser l'éphémère des traditions et prendre disons, le noyau, le feu. Donc je vais vous présenter quelques œuvres de cet architecte. Il avait 92 ans et il s'était retiré depuis un certain temps près de Rome, à Calcata, un petit village où il vivait depuis de nombreuses années. Il était en train d'écrire un livre sur la beauté. Donc il a été actif jusqu'à la fin. Il a été architecte, théoricien et professeur universitaire. Et surtout, disons, il a été chef de file du postmodernisme italien et profond connaisseur de l'architecture baroque. Il a été auteur de nombreux projets le long de toute sa vie, conçus avec le concours de l'ingénieur Vittorio Gigliotti. Parmi les projets les plus connus, on a la Casa Papanice. C'est une villa réalisée pour l'entrepreneur Papanice dans un quartier résidentiel de Rome. C'est une villa qui a été source d'inspiration pour les architectes, les intellectuels, les réalisateurs, les représentants de la culture. Elle apparaît dans plusieurs films italiens très connus. Elle est actuellement le siège de l'ambassade du Royaume de Jordanie. Dans ces images, vous pouvez aussi voir les intérieurs où les couleurs jouent un rôle important, aussi que la géométrie, toute basée sur le cercle. C'est une de ses caractéristiques. Il y a eu même des églises. Je présente ça parce que c'est un bâtiment, c'est la première église complètement en béton armé. Et on peut remarquer les éléments classiques de l'architecture de Paolo Borghese, une géométrie basée sur le cercle, plusieurs fois répétée, multipliée par les lignes des plafonds et des volumes. Et en dernier, je présente un projet qui nous relie, peut-être qui le relie avec le monde musulman, parce qu'en effet, il a conçu plusieurs mosquées, entre autres la mosquée de Rome. La grande mosquée de Rome est le lieu principal de culte de la communauté musulmane à Rome et la plus grande mosquée en Italie. À l'époque de sa construction, elle a été la plus grande mosquée d'Europe. Elle est actuellement le siège du centre islamique culturel d'Italie et, comme vous le voyez, elle prend, disons, c'est un complexe qui occupe 30 000 m² de terrain et peut accueillir normalement 12 000 fidèles, mais pendant les jours des fêtes principales comme l'Aïd, elle accueille environ 30 000 à 40 000 fidèles. Donc la communauté de Rome, c'est une communauté assez vaste. Le projet architectural cherche une rencontre avec l'histoire et la tradition locale, par exemple à travers l'utilisation de matériaux typiquement romains, comme le travertin. Vous savez que les carrières de travertin de Tivoli, à côté de Rome, à 20 km de Rome, depuis l'Antiquité ont été la source, disons, de matériaux de construction, même chez les Romains, jusqu'à aujourd'hui. Et les briques en terre cuite claires. Là, c'est une particularité des briques romaines, justement. Et Paolo Borghese, à l'époque de cette mosquée, je me souviens, j'ai fait une visite avec lui, tout de suite après l'ouverture de la mosquée, et il expliquait comme il avait étudié et travaillé avec la briqueterie pour retrouver les dimensions des briques romaines. Parce que vous savez, pendant le temps, les dimensions des briques varient, après il y a eu disons, la normalisation, d'après justement les normes, mais ici il a voulu et il a obtenu que cette briqueterie lui fabrique exprès des briques des mêmes proportions avec des briques romaines. Et donc voilà d'autres images. Le bâtiment a inspiré de plusieurs modèles de mosquées, le modèle de la forêt, comme celle du Maghreb, de la grande mosquée de Cordoue, celui de la mosquée ottomane, illustré par l'architecte turc Sinan,
et celui de la mosquée persane, caractérisé par l'alternance des grandes cours et des espaces ouverts. Ici, la salle de prière, où les éléments architecturaux et structuraux se transforment eux-mêmes dans la décoration de la salle. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques aussi de Paolo Bortoghesi, c'est-à-dire c'est les structures qui se transforment en décoration. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec les plafonds, avec le motif du cercle répété. Donc, en effet, il n'y a pas dans ces œuvres des vraies décorations, mais c'est l'architecture elle-même qui se transforme. Voilà la salle. Les œuvres de Paolo Bortoghesi ont fait l'histoire de l'architecture postmoderne. L'architecture postmoderne est née d'une expérience collective baptisée par la Strada Novissima, qui était lors de l'exposition internationale d'architecture de la Biennale de Venise, a été une exposition qui était faite avec la contribution, entre autres, de Frank Gehry, de Rem Koolhaas, Hans Hollein, Franco Porini, Arada Isozaki, Robert Venturi, Riccardo Bofill. Donc vraiment une série de grands noms de l'architecture, de grands architectes au niveau mondial. Et cette exposition date de 1980. Et le titre de cette exposition, c'était La présence du passé. Et on revient un peu à la phrase de Gustav Mahler qu'il aimait citer. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de l'œuvre de Paolo Bortoghesi? Quel est son feu? Le feu qu'on pourrait appliquer à l'activité d'un architecte de nos jours. Je réfléchis, et peut-être je me suis donné une réponse, c'est peut-être la profonde passion, lui il avait pour une saison de l'architecture, le baroque, qui a été formidable en termes de résultats et de puissance du rayonnement culturel dans la société occidentale et qui l'a poussé à atteindre une connaissance remarquable de la matière. Pardon, parce que... Donc après cet hommage, je voudrais maintenant vous faire partie de ce que j'ai eu l'opportunité des rôles que j'ai eu l'opportunité de recouvrir au cours de ma vie. Et comme on est à l'université, même pendant mon université, j'ai fait de très belles expériences que je voudrais un peu partager avec vous. Parfois, les différents rôles se superposent, parfois ils s'assoupissent dans le temps, et ils se réveillent après longtemps. Parfois, les différentes situations de la vie ne leur donnent pas une deuxième chance de réapparaître, et donc il faut les laisser partir. Donc, j'ai commencé, évidemment, à l'université avec le rôle d'étudiant. Le long de mes études, j'ai fait des études à l'université La Sapienza, j'ai découvert une association d'étudiants assez spéciale, l'EASA, European Architecture Students Assembly, dont je suis devenu, malgré moi, le président national en 1991. Chaque été, EASA Italia organisait un workshop national où les étudiants pouvaient expérimenter directement sur le terrain les défis d'un chantier. C'est pendant ces événements que j'ai appris à dresser un mur par moi-même. Bien sûr qu'on était guidé par des maîtres maçons, à monter une charpente en bois, à tracer un projet au sol. Et chaque année, une rencontre internationale était, et elle est toujours organisée dans un pays différent, avec la participation des étudiants de tous les pays membres. Avec certains copains de l'époque, nous sommes restés toujours en contact jusqu'aujourd'hui, mais avec le temps, chacun a trouvé sa route, mais on se retrouve encore, de temps en temps. Grâce à cette association, j'ai appris à décortiquer les projets des maîtres de l'architecture avec mes collègues, à discuter avec les professeurs et les professionnels, sans avoir peur de poser de mauvaises questions. Il n'y a jamais de mauvaises questions.
Et comme je suis curieux, et la curiosité est un peu un feu d'apprentissage, mes études ne se sont jamais arrêtées. J'ai encore envie d'apprendre, et le plus j'apprends, le plus je me rends compte des lacunes que j'ai à colmater. Donc, pendant le temps, la formation continue, les échanges avec les collègues plus expérimentés et les livres spécialisés deviennent alors des sources d'apprentissage privilégiées. Après les études, la curiosité d'apprentissage dont on vient de parler m'a poussé à rester quelque temps à l'université comme assistant d'un professeur renommé, Raffaele Panella, à l'époque directeur du département d'architecture urbaine. Pendant cette période, j'ai eu l'opportunité de suivre, pour sa soutenance de fin d'études, un étudiant coréen. En effet, il était déjà architecte dans son pays, mais il tenait tellement en considération l'école d'architecture italienne qu'il voulait à tout prix avoir son diplôme en Italie et rentrer chez lui avec une expérience que ses collègues lui auraient enviée. Ça a été une très belle expérience parce que, effectivement, il ne s'agissait pas, disons, de le guider pour faire un projet parce qu'il savait déjà faire, mais c'était juste de lui transférer le peu de notions que j'avais de l'architecture italienne. Après, j'ai commencé, comme un peu tout le monde, je dirais, le rôle de dessinateur. J'ai eu la chance de participer avec le professeur Panel à plusieurs concours et j'étais chargé de géométriser ses croquis. C'est-à-dire qu'il faisait des croquis et moi je devais les redessiner à l'ordinateur. C'est une tâche très intéressante puisque ça entraîne des grandes capacités d'interprétation. Il fallait analyser, décortiquer les traits de l'architecte, parfois imprécis, pour en tirer des gabarits, des espacements réguliers ou intelligemment irréguliers. Il fallait trouver le bon équilibre sans perdre de vue l'essence et la poésie du croquis. J'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup servi par la suite. De 2000 à 2002, j'ai vécu la saison de concours. Et cette saison, je l'ai vécue avec 3 collègues de l'EASA, avec lesquels on a fondé l'IF, un bureau d'études, plusieurs concours nationaux et internationaux, avec quelques mentions. Si je regarde le projet aujourd'hui, il ne me semble pas avoir désormais 20 ans et plus. Ceci, par exemple, c'est un grand projet de rénovation de l'aménagement urbain de la voie la plus commerçante de Francfort, en Allemagne. Elle s'appelle Die Zeil. Ainsi, il fallait aussi créer des pôles d'attraction au bout de cette avenue. Ici, c'est un autre concours, l'année suivante, 2001, on est à Bâle, en Suisse, et il fallait concevoir l'aménagement urbain d'une placette dans le tissu historique de la ville et le rendre vivable même en hiver, c'est froid. Donc, l'idée d'une couverture comme la couronne d'un ensemble d'arbres d'acier. Toujours la même année, encore à Francfort, cette fois-ci pour la rénovation du seul pont ancien, Alte, en allemand, sauvé de la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Francfort a été rasé presque au sol pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait trouver le moyen de renforcer le pont pour y faire passer le tramway et rajouter des voies piétonnes. Pour nous, à l'époque, il a été un grand effort, même de modélisation 3D. On n'avait pas les instruments d'aujourd'hui, évidemment, mais on a quand même réussi quelque chose d'intéressant, j'estime. Je peux affirmer que sans l'outil informatique, il aurait été très difficile même d'imaginer et matérialiser des formes de ce type. En effet, c'est comme les langues. Si on ne maîtrise pas une langue, on ne peut même pas penser et exprimer les concepts qu'on voudrait. La saison de concours nous a donné l'opportunité de comparer nos capacités et compétences avec celles de nos collègues étrangers, mais aussi de construire des rapports avec nos consultants. Notre consultant ingénieur était le titulaire d'un grand bureau d'ingénierie, mon professeur de grande structure à l'université, Francesco Silos Labini.
C'est lui d'ailleurs qui a conçu par la suite les structures du port de Salerno conçues par Zaha Hadid. Et il me racontait que ça a été un vrai défi pour lui. Quand je lui ai montré quelques dessins, le projet qu'on vient de voir pour le concours, il aurait pu me dire facilement, parce qu'il était vraiment luminaire, il aurait pu facilement me dire pour 1000 raisons qu'il aurait tout modifié, qu'il fallait tout modifier. Mais il a simplement dit, ne t'inquiète pas, vous faites votre projet comme vous l'imaginez. Il ne sera pas trop loin de la réalité et après je vais me casser la tête pour le respecter. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à l'époque et avec le temps j'apprécie encore plus. Je garde un excellent souvenir de cette période. Encore un autre concours, cette fois nous avons abordé des projets de paysage. Ça c'est le cas du prix national. On a gagné le premier prix au festival Martini pour le paysage avec le projet d'un parterre innovant. Nous avons eu l'opportunité de réaliser le projet dans le parc d'une villa historique près de Rome qui était le siège du concours. Après, toujours avec l'IF, on a fait des propositions pour des projets. Et celui-ci, par exemple, c'est une esquisse pour le nouveau siège NGOA à Ruiba en 2005. Toujours en 2005, ici, c'est l'esquisse pour le rond-point et le parc linéaire des falaises, juste à côté de l'hôtel Sheraton à Oran. Vous savez, la nature d'Oran est magnifique, la falaise aussi, elle mérite toujours d'être, valorisée. En 2008, nous avons conçu l'aménagement extérieur et la rénovation d'une demeure historique à environ 100 km de Rome, dans un parc national du Circeo. C'est un parc naturel très très beau. Le client, cette fois-ci, il était un homme d'affaires russe avec une fortune à dépenser. Imaginez que pour l'anniversaire de sa femme, il avait rempli la piscine de champagne. Incroyable. Pour nous, on ne se rendait pas compte de ça. Et après, d'autres projets, toujours avec l'IF, des projets de rénovation d'appartements. Nous avons toujours conçu une forte intégration entre ameublement et architecture. Et ceci même grâce à des artisans qui nous ont suivis et ont su réaliser des meubles assez particuliers. Encore des appartements et un dernier, un projet de rénovation urbaine à Frosinone, une ville de la région de Rome, avec des bâtiments comportant des grands porte-à-faux sur l'espace public. Et je reviens aux ingénieurs consultants qui nous avaient dit faites vos projets, après on va réfléchir comment les réaliser, mais soyez tranquilles. Donc après la saison de concours et l'aventure qu'on a vécue avec l'IF, avec mes collègues, en 97, pour la vérité, j'ai commencé à travailler par un grand bureau d'études italien de Rome. C'était l'IAP Italia, de l'architecte Bruno Rapisarda. À l'époque, il était en train de concevoir, de dessiner les plans d'exécution de l'hôtel Sheraton Tête de Pin. Donc je suis rentré dans son bureau, il était déjà à la phase d'un plan d'exécution. J'ai rejoint l'équipe et la première tâche qu'il m'a donnée, c'était de dessiner les sanitaires. D'accord? C'est une tâche quand même intéressante. À un certain moment, en 1998, le titulaire m'a demandé si j'avais envie de suivre le chantier de près.